Monsieur le ministre, mes chers collègues, ces dernières semaines, les négociations sont tenues en Arabie Saoudite entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie, sans l'Union européenne. Cette situation est aussi révoltante que paradoxale, l'Europe étant concernée en premier chef par le conflit en Ukraine. Si aujourd'hui Vladimir Poutine s'attaque à l'Ukraine, nous pouvons imaginer que demain la Pologne, l'Estonie, la Lituanie ou encore la Lettonie pourraient subir le même sort, sans oublier bien sûr la Finlande. Rappelons quelques faits. Automne 2021, plusieurs mois avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Pologne, mais aussi la Lituanie, pays absolument résolument tournés vers le camp occidental et attachés à l'Union européenne, sont victimes d'une attaque hybride menée par la Russie et la Biélorussie. Le principe, exercer une pression migratoire ingérable à leurs frontières. L'Europe se mobilise avec Frontex notamment, mais certainement pas suffisamment. Pourquoi ? Parce que les fondements mêmes de l'Union européenne ont été ceux d'une union économique. Ils ont été ceux d'une union pour la paix par la prospérité et non, pour reprendre le mot d'Ursula von der Leyen au sujet de l'Ukraine, de la paix par la force. Les bouleversements géopolitiques de ces dernières années nous obligent à changer d'approche. Une prise de conscience collective avait eu lieu lors du premier mandat de Donald Trump, avec des mesures importantes comme la mise en place du Fonds de défense européen en 2021. La guerre en Ukraine a ensuite donné lieu à de nombreuses initiatives, comme la boussole stratégique et une redéfinition du rôle de l'Union européenne sur la scène internationale. La réélection de Donald Trump à la tête des États-Unis, son rapprochement avec la Russie et sa décision de suspendre les aides américaines à l'Ukraine nous obligent à aller plus loin. C'est dans ce contexte que la Commission européenne a dévoilé en mars dernier le très attendu livre blanc sur la défense européenne. Si l'OTAN reste la pierre angulaire de la défense collective de l'Europe, l'Union a désormais le devoir d'assurer sa propre sécurité. Le soutien à l'industrie européenne de la défense est un point majeur de ce livre blanc. Partant du constat que trop peu d'initiatives communes européennes voient le jour en ce domaine, la Commission a identifié plusieurs secteurs critiques dans lesquels des projets réunissant au moins 2 pays européens vont être menés. C'est le cas par exemple de la défense aérienne et antimissile ou encore l'intelligence artificielle. Afin que l'Europe soit mieux préparée aux scénarios les plus pessimistes, la Commission préconise d'améliorer les mobilités militaires en constituant des stocks et en renforçant nos frontières extérieures, notamment avec la Russie et la Biélorussie. Enfin, le soutien à l'Ukraine est au cœur de ce livre blanc qui prévoit une assistance militaire accrue et une plus grande intégration des industries de défense européennes et ukrainiennes. Ces mesures s'accompagnent bien évidemment de propositions financières ambitieuses. C'est tout le sens du plan ReArm Europe qui a été présenté par la Commission européenne début mars et validé sur le principe par l'ensemble des États membres lors du Conseil européen du 6 mars dernier. Ces dispositifs proposés par ce plan visent à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour notre défense. Le plan prévoit notamment une dérogation au pacte de stabilité et de croissance pour permettre aux États membres de dépenser davantage pour leur défense sans être visés par une procédure de déficit excessif. La Commission y propose aussi de donner accès aux États à une facilité de prêt pour les dépenses militaires garanties par le budget européen jusqu'à 150 milliards d'euros. La mobilisation de la Banque européenne d'investissement est également un point clé du plan. Considérant l'ensemble de ces éléments, le groupe Les Indépendants soutient les mesures préconisées par le livre blanc de la Commission européenne. Nous resterons cependant vigilants à ce que ces préconisations soient suivies d'effets. Je rappelle que lors du Conseil européen du 6 et 20 mars dernier, les 27 États membres ne sont pas parvenus à un consensus sur l'Ukraine à cause de la Hongrie. Demain, il est possible que d'autres États membres bloquent les décisions. N'oublions pas que pendant des années, les États membres ont été visés sur des questions de défense. Je veux dire, bien sûr, divisés entre ceux qui voulaient s'en remettre pleinement à l'OTAN et ceux qui souhaitaient le développement d'une vraie défense européenne. Quel est, Monsieur le Ministre, votre sentiment sur ce sujet ? Vous l'avez compris, la défense européenne est plus que jamais nécessaire. À nous, Européens, d'être unis et au rendez-vous pour que l'Europe ne sorte pas de l'histoire. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre, je vous laisse 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Vous avez mentionné en effet les différents instruments qui ont été développés par la Commission européenne lors du Conseil extraordinaire du 6 mars. Le fait de pouvoir exclure les dépenses de défense des
procédure de déficit excessif ou du calcul du déficit dans le cadre de la procédure de déficit excessif de la Commission européenne, le plan SAFE, un prêt contracté par la Commission européenne à destination des États membres de 150 milliards d'euros, ainsi que le réfléchage de certains fonds, comme notamment les fonds de cohésion, vers les dépenses de défense. C'est une étape importante, décisive dans le réarmement de notre continent, avec des mesures qui avaient été appelées notamment par la France et ses partenaires. Il faudra aller plus loin et rehausser nos ambitions sur le long terme. Ça peut passer par l'utilisation d'autres fonds comme le mécanisme européen de stabilité, qui est un fonds assurantiel qui a été créé lors de la crise financière, que l'on pourrait utiliser au fin des budgets de défense, mais aussi poser la question d'un grand emprunt pour la défense, comme nous avons su le faire lors de la crise Covid. Face à ce défi existentiel, les États européens avaient réussi à mettre de côté leurs différences et s'unir, surmonter les tabous historiques pour créer de la dette commune, emprunter pour la relance de notre économie avec 750 milliards d'emprunts. Eh bien, face à ce nouveau défi existentiel auquel nous faisons face, sachons là aussi mettre en commun et investir dans notre défense. Ça fera partie des priorités, bien sûr, que portera la France avec nos partenaires, à commencer par le prochain chancelier allemand. Je reviendrai peut-être sur d'autres points. Je voudrais peut-être dire un mot aussi sur, bien sûr, c'est la défense de notre continent européen avec nos partenaires, et nous travaillerons à inclure les partenaires britanniques, norvégiens et les autres à cette identité stratégique européenne. Nous le faisons déjà, bien sûr, avec le Premier ministre Starmer dans la définition des garanties de sécurité pour l'Ukraine, pour assurer une paix juste et durable. Donc nous aurons bien sûr intérêt à travailler avec ces partenaires au-delà de l'Union européenne.